Bonjour et bienvenue dans Certain Lama Show, l'émission qui en été laisse bosser les stagiaires. Et ouais, Thomas n'est pas là. Il est en vacances, ce petit saligo. Il est reparti dans sa contrée bitéroise, parce que c'est quand même comme ça qu'on appelle les habitants de Béziers. Il faut s'en rappeler. Et du coup, on est quand même là, parce que Certain Lama Show ne peut quand même pas se permettre de s'arrêter pendant 2 semaines. Et avec moi, comme toujours, la grande équipe de choc. Il est jeune, il est beau, il a des lunettes, il a des habits étranges, il a des habits bien trop chauds pour l'été et vous vous en foutez parce que vous ne verrez pas sa photo, c'est Marwan. Coucou Marwan. Salut. Voilà, c'est moi. Peut-être qu'elle peut s'englober dans le U de Marwan s'il le fait suffisamment longtemps, c'est Yassa. Donc ils n'ont pas compris la blague, c'est pas grave. Non, je croyais qu'il fallait la faire rire. On a essayé de changer. Je croyais que je devais la faire rire, c'est pour ça. Toutes les semaines, elle nous dit si vous ne venez pas voir une comédie avec moi, c'est même pas la peine, je ne viens pas dans l'émission, je viens pas voir au film chiant. C'est Yassa, coucou Yassa. Coucou, je suis chiante. Mais évidemment, que serait Claque sans ces surprises, sans ces bonheurs d'été, sans ces petits invités. Et avec nous, quelqu'un qu'on commence à quand même bien connaître, qui est venu pour quasiment tous les films, ce qui est quand même plutôt étonnant. Coucou Gabin. C'est sympa comme entrée. Gabin, toujours de Cinématrack et de Silence Motor Action, ça change pas. Toujours. Aujourd'hui, elle est venue à Claque Podcast en pensant qu'on payait les invités. Malheureusement, elle s'est bien fait avoir. C'est Éléonore du blog Léo Loriot. Salut. Hello. Et pas que mon blog d'ailleurs, un petit moment pub, j'écris aussi pour Fucking Cinéphile et le blog de Nestor, un blog montreuillois. Alors le blog de Nestor, je savais pas, Fucking Cinéphile, je savais, je n'ai aucune excuse. Mais voilà, encore quelqu'un qui rejoint la grande famille de Fucking Cinéphile. On avait eu Lila, on a eu Laura, décidément. Ça fait du monde. Ah non, mais qu'est-ce qui nous aime, Fucking Cinéphile, c'est fou. Exactement, on vous adore. Ah là, de l'amour, de la beauté. Et il en faut de l'amour, il en faut de la vaillance pour quand même survivre au programme de cette semaine. Il y a plein de choses et il y a aussi des choses qui font pas envie, mais on y va quand même parce qu'on vous aime et parce qu'on a envie de vous faire de la prévention ou aussi parce qu'on a envie de souffrir. Oui, c'est des blagues de Toto, vous avez compris, cher audio spectateur. Voilà, les blagues de Toto qu'on a vues en avant-première et c'était probablement la seule condition pour qu'ils arrivent à avoir un peu de monde dans la salle puisque les gens qui étaient à notre séance ont sûrement prévenu tout le monde de ne pas y aller le lendemain. Mais on est quand même allé se rebeller un petit coup justement après les blagues de Toto, ça fait du bien. On avait envie d'écouter du punk, on avait envie justement de voir quelque chose qui nous crache à la gueule. On est allé voir un documentaire sur Rock Against Racism, le mouvement justement qui était antiraciste en Angleterre dans les années 70, qui s'appelle White Riot. On enchaîne avec un film de fin du monde, avec un film avec un bon gros Gérard Butler des familles qui va aller castagner de la comète. On est allé voir. Greenland. On a terminé avec de la douceur, on a terminé avec de l'été. On est allé voir un petit film estival qui fait du bien. On est allé voir Eva en août. Et on va tout de suite passer aux merveilleuses, aux gigantesques, aux énormissimes blagues de Toto. Toto Toto Oh ah Toto Toto Donc jeune homme, on t'achète là. Ça va bien se passer. Nouvel instit, nouveau départ. Est-ce que vous avez déjà puni un élève alors qu'il avait rien fait? Alors qu'il avait rien fait? Ah bien sûr que non. Ah, ça tombe bien parce que j'ai pas fait l'exercice qu'on devait faire pour aujourd'hui. Comment un chat s'excuse après avoir fait une bêtise? Il essaie de noyer le poisson. Vous avez donc la preuve que si on faisait une adaptation des blagues Carambar, Yassa rirait bien plus que devant les blagues de Toto. Voilà. Le film de la semaine, le film qui a quand même été annoncé comme potentiellement sauveur du cinéma également. Nous revendiquons, nous sommes d'accord. Pour RTL, c'est la comédie familiale de l'été. C'est très très beau. De Pascal Bourdieu. Alors Pascal Bourdieu, on l'aime bien parce que c'est quand même quelqu'un qui a réalisé Le Mac, qui a réalisé Fiston, mais qui a réalisé aussi Boule et Bill 2. Ah super. Parce que le 1 c'était pas assez bien pour lui, évidemment. Alors il s'est dit je vais quand même essayer de rattraper le tir. Est-ce qu'il l'a rattrapé? Ceux qui l'ont vu savent que non. Avec la crème du cinéma français, un Guillaume de Tonquédec, qu'on avait vu depuis le dernier navet, Ramzy Bedia, qu'on voit beaucoup dans des navets en ce moment, Anne-Marie Vin, des seconds rôles précieux, comme ce très cher Daniel Prévost, ce pauvre Arsène Mosca qui a 2 scènes, et dans le rôle de Toto, un jeune inconnu, Gavril Dartevel, dont le prénom est au final aussi drôle que Toto. Donc on aurait pu appeler ça les blagues de Gavril, ça aurait eu le même impact. Mais alors du coup, on va se diriger vers la rieuse en chef. Yassa, ce film, il était pour toi. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Il aurait été pour moi il y a peut-être 15 ans.
Mais pas aujourd'hui. Bah, en fait, je sais pas s'il y a une overdose comme ça de comédie. C'est juste que j'arrive plus à. Pourtant, je ris beaucoup. Hein. Je pense que vous l'entendez. On vient d'en avoir la preuve d'ailleurs. Voilà. Je ris beaucoup, mais dans le contexte dans lequel j'étais supposée rire, ça me faisait sourire à la limite. Quelquefois, je pouffais, voilà. Et il y a eu une grosse explosion de rire une fois, je saurais même pas dire pourquoi. Par contre, est-ce que tu ne riais pas du film à ce moment-là? C'est peut-être ça le problème. Mais je pense que j'ai passé tout le film à rire du film en fait. Hein. C'est indéniable. Du coup, en fait, c'est le concept. Je pensais réellement que ça irait. Pour me faire rire, je pense que ça aurait dû aller beaucoup plus loin. C'était les blagues de Toto, c'était 0 + 0 = la tête à Toto. Alors un camarade à lui qui l'appelle mon pototo. Enfin voilà. Là, et des fois dans la rue, il y a des mototos qui passent. Voilà. Oui. C'est de ce niveau-là, tu vois. Et ce niveau-là, je l'avais quand j'étais petite. Donc je pense que c'est vraiment, vraiment un film pour les enfants qui va plaire aux enfants pour le coup. Alors je suis pas tant certain parce qu'il y avait quand même pas mal de gamins dans la salle et ça riait pas non plus immensément. Hein. Alors autant du côté des parents que des enfants, non, ça ne riait pas du tout. On peut même dire qu'il y a eu 2 désertions pendant le film, sauf une en fait. Il y a une personne qui est revenue très longtemps après, donc soit elle a eu besoin d'un petit moment de pause pour se dire putain qu'est-ce que c'est que ce truc, ou alors elle avait vraiment, je pense, une grosse gastro aussi, ce qui est très possible. Ouais, bah, c'était affligeant, quoi. On va pas se mentir, ça apparaît du tout dans la salle, hein, presque pas, sauf nous, parce qu'on riait du film, grosso modo. Les acteurs, c'était atroce, enfin, sauf Ramzy qui a quelques moments drôles. Il a un bon timing, c'est pas mal, ça va. Ramzy, c'est plus son personnage, j'ai l'impression qu'il était drôle que lui, l'image qu'ils en faisaient plutôt que son jeu particulier, quoi. Ah, je sais pas, enfin, même si le personnage était drôle en soi, il avait le bon timing et le bon moment. Enfin, c'est très court, il a 4-5 scènes, vraiment, en fait, en soi. Moi, je l'ai senti forcé, le personnage de Ramzy, par contre. Hein. Là, pour le coup, je riais absolument pas quand il ouvrait la bouche. Hein. Pas du tout, ah ouais. Donc pour recaser la situation, le perso de Ramzy, c'est machin petit, Louis-Julien Petit, je ne sais plus. Enfin voilà, en gros c'est un chef immobilier véreux qui veut à tout prix accomplir tous ses projets de toutes les manières possibles. Et donc il se met en scène, en fait c'est un peu le Trump méga low cost. Dans la gestuelle on dirait Sarkozy. Et en fait du coup c'est Ramzy avec une teinture dégueulasse sur la tête parce qu'il faut le rajeunir un petit peu quand même. Et c'est vraiment ce culte de la personnalité qu'on essaie de te montrer qui est censé être drôle mais qui ne marche pas du tout. C'est genre Ramzy qui est devant un portrait de lui dans quasiment 90% de ses scènes. Il monte un musée à sa gloire parce que voilà c'était pas assez. Mais c'est très très malaisant. Et oui, tu sens que Ramzy il est juste là parce qu'on lui a promis un petit chèque et que voilà après il rentrait à la maison pépère, mais quel enfer. Après il est là aussi parce que il y a un fan club, des gens qui même s'il fait de la merde ne résistent pas à son charisme, à son regard totalement vide parfois. Marwan, tu te sens très représenté par Ramzy toi à chaque fois, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est ça. Non mais je sais pas ce qui se passe, je pense que ça remonte à l'enfance, mais à chaque fois que je le vois, je suis mort de rire ou je suis amusé. Donc c'est et même, pour le coup, dans le film le plus naze de l'année, donc Merveille à Montfermeil, il me faisait rire, mais c'était juste parce que c'était lui, et voilà. Mais non, sinon, les blagues de Toto, c'est ce côté où on avait un cahier des charges, on devait reproduire les blagues de la bande dessinée pour faire genre qu'on n'adaptait pas le mythe populaire, mais la bande dessinée. Et en soi, il voulait aussi, je trouve ça assez naze dans l'ensemble, il y a 2-3 moments rigolos, mais c'était parce que... il y a eu au moins 4-5 réécritures apparemment de plusieurs scénaristes. Donc j'imagine que tu as eu 2 scénaristes qui ont fait 2 bonnes blagues, donc ils les ont gardées. Mais autrement, c'était difficile de faire un réel film dessus. On va quand même replacer ce dont ça parle avant de continuer, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé du scénar en soi et le film. Parce que oui, il y a un scénario. Et c'est peut-être ça aussi le souci, c'est que ça fait un peu penser à Pef qui essaie d'adapter Gaston Lagaffe et qui du coup est obligé de rajouter des lignes de scénar pour coller les sketchs entre eux. C'est un petit peu ça. Et le problème, c'est qu'en plus de là, il n'y a pas vraiment de sketch. C'est-à-dire qu'au début, on nous met le Toto tel qu'on l'imagine, donc il va à l'école, c'est sa première rentrée, donc il fait des blagues, voilà, il se moque de la maîtresse, c'est rigolo, oulala, oulala. Et puis après, il y a la mauvaise blague. Sauf que la mauvaise blague, c'est pas Toto qui l'a fait. Donc en fait, on part dans un spin-off qui s'appelle Toto mène l'enquête.
en vrai, et qui doit essayer de trouver, mais qui c'est qui a fait la blague dont je suis accusé et que personne ne peut me croire. C'est limite un remake de Quand on crie au loup de Marie-Lou Berry, quoi. Enfin, qui a vu ça et qui a voulu en faire un remake? Mais voilà, donc c'est un film d'enquête, et donc du coup à partir du moment où ça commence, mais il n'y a plus de blague en fait. Il essaye d'apprendre à un de ses camarades à en faire, mais il n'y en a plus, donc du coup, même limite ce pourquoi tu peux venir en te disant ça peut être un festival de trucs qui va faire rire les gosses avec plein de blagues partout, bah c'est pas vraiment le cas. Ouais, bah juste, je commence tout par ouais, bah. La motivation dans la voix d'Éléonore. Non, juste les représentations un petit peu stéréotypées, insupportables de la fille qui n'est là que pour être amoureuse de Toto. Et c'est extrême et ridicule et pas bien fait. Et on a envie de la claquer. Et puis elle chante et c'est pas bien. Et... Est-ce que je peux faire la fille? Ça, c'était toi devant Twilight il y a 15 ans, du coup, c'est ça? Parce que ça, je l'ai entendu, moi, dans ma séance de Twilight. Encore maintenant. Et oui, non, mais c'est vrai que dans les représentations, alors ça essaie de jouer sur les archétypes, et ça pourrait être très drôle si c'était bien fait. Mais c'est vrai que là, c'est juste malaisant. Alors, on rigolait quand même, mais pas forcément pour les bonnes raisons, quoi. Alors, il faut dire aussi que la grande majorité des enfants jouent assez mal. Enfin, tout est très mal dans le film, c'est ça qui est le souci, c'est que c'est vraiment une juxtaposition de blagues qui sont censées être drôles mais qui ne le sont pas, alors qu'il y a quand même tout un moment où Toto apprend à son nouveau pote, l'intello de la classe, donc là aussi à nouveau le super cliché, quel est le bon timing pour faire une blague. Et donc à un moment, l'autre essaie de faire une blague et il dit non mais c'est pas le moment, et t'as un peu envie de dire en fait toutes les blagues elles tombent pas au bon moment parce qu'elles tombent tout à côté. On a dit la même chose de Terrible Jungle la semaine dernière. On est quand même dans une phase de comédie qui tombe jamais au bon moment. Je voulais rebondir aussi sur toute la partie la petite fille amoureuse de Toto. C'est très gênant parce que c'est limite un peu sexualisé. Enfin, il y a des moments, ça part un petit peu trop loin et on se dit mais les gosses, ils ont même pas 10 ans. Enfin si, ils ont 10 ans, mais c'est très bizarre. Franchement, même je me dis en tant que parent, même moi personnellement, je me suis dit oh, c'est bof. Donc pour les enfants, je me dis moyen. Je voulais juste mettre en comparaison avec Tapé chaud, où ça reste le même principe, c'est-à-dire une comédie qui est censée faire rire avec plein de blagues qui s'enchaînent. Sauf que je pense qu'on a beaucoup moins apprécié Tapé chaud de ce point de vue-là, parce que disons que pour Toto, ça reste des blagues pipi caca, bon enfant, alors que pour Tapé chaud, c'est incorporé dans un sujet un peu plus adulte, un peu plus sérieux, ce qui fait que ça en devient d'autant plus malaisant et qu'on apprécie encore beaucoup moins. Il n'en reste pas moins que les deux ne sont pas à la hauteur du rire qu'on en attend, quoi. Oui, je voulais rebondir, du coup il y a ça, parler de Tapé chaud. Moi je voulais aussi reparler de Duc au but 3, que Thierry et moi avons vu dans un très bon moment le jour de la Saint-Valentin. Oh, ce beau contexte, qu'est-ce qu'on était amoureux. Je précise que Thierry et moi ne sommes pas amoureux par contre, mais que tous les couples, les 2-3 couples d'ados qui sont venus voir Duc au but 3 à l'UGC Georges V sont partis pendant le film parce qu'ils n'en pouvaient plus. Et Thierry et moi on était piégés parce qu'on était à côté d'une mère avec ses 3 enfants qui n'arrêtaient pas de faire n'importe quoi pendant tout le film. Bref, c'était autant plus un enfer. Et donc ça me rappelle Duc au but 3 parce que comme dans Duc au but 3, Elie Moon, réalisateur, très bon réalisateur, il y a des références cinématographiques d'une subtilité incroyable dans les blagues de Toto. Alors dans Duc au but 3 c'était Bates Motel, c'était Shining, dans les blagues de Toto c'est Full Metal Jacket. Et c'est vraiment ce genre de truc où je me souviens Elie Moon qui disait en interview on a essayé de faire des petits clins d'œil pour les parents quand même parce qu'ils vont s'en rendre compte, hein. Mais c'est tellement appuyé que t'as envie de dire non mais c'est bon, arrête tes conneries. Les gamins vont se demander ce que c'est, ils savent que c'est une référence. Mais voilà, c'est tellement ce truc pour faire genre regardez, on essaie de faire du cinéma alors que ça ressemble à rien, quoi. Et de te dire que c'est à la fois produit par la France, par la Belgique, te dire on en arrive quand même à faire des choses comme ça. Faut juste savoir qu'avant que le film ne débute, on nous présente donc RTL a aimé, M6 a aimé, OCS a aimé. Tout le groupe SND en gros. Tu vois, et du coup en fait j'étais mi-figue mi-raisin. Je me dis est-ce que c'est vraiment bon et du coup c'est tant mieux qu'ils aient aimé, ou est-ce qu'ils essayent de nous le survendre et ils nous l'ont survendu. Ils l'ont juste produit, il y a ça. ça joue. Mais ils sont pas obligés de rajouter ça dessus. Mais il y a un truc sur lequel on pourrait potentiellement rebondir parce qu'on disait que les gamins jouaient mal. Et Pascal Bourdieu, c'est vrai que quand tu regardes ses films, et je pense particulièrement à Boule et Bill, vous savez qu'il a quand même déjà adapté une bande dessinée, et Boule et Bill étaient sûrement les deux choses les moins intéressantes du film. Tout ce qui s'intéressait, c'était papa-maman, donc Dubosc, Marina Foïs, en mode de faisons des trucs autour d'eux, autour du divorce, autour de thèmes familiaux, donc un faux film pour enfants.
masqué dans des thématiques très franchouillardes au final. Donc on peut se dire que potentiellement ce qui l'intéresse c'est de diriger les adultes. Mais du coup, qu'est-ce qu'il en est là? C'est pas terrible, hein, je veux dire, Guillaume de Tonquédec, il fait l'archétype de lui-même et il est ombragé tout le temps. Anne-Marie Vin, n'en parlons pas, et je pense au rôle secondaire à Prévost. Enfin, de toute façon, Daniel Prévost, on n'en a plus grand-chose, mais il sert justement à dire des blagues du genre « Ah, on s'emmerde quand il n'y a pas Toto, hein. J'ai bien fait des blagues, mon fillot !» C'est absolument pas dirigé, et c'est quand même assez triste, en fait. Ouais, c'est un film qui n'est pas écrit. Et je m'étais renseigné. J'écoute de temps en temps le Floodcast, et le Flaubert a expliqué qu'il a participé à l'écriture de Blague de Toto. Et il a voulu réécrire tout le truc, en gros c'était une idée de réécrire, et ce qu'il proposait ne plaisait pas parce qu'eux ils voulaient vraiment un truc avec vraiment un cahier des charges bien précis, totalement ridicule, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc ils ont dû encore réécrire pour la 4e fois, 5e fois. C'est un projet qui a tourné pendant des années, et qui est apparu un peu par magie, et c'est terrible. Et donc ça montre à quel point le film est vraiment aura des pâquerettes dans les blagues. Il y a juste, pour défendre vite fait les 3 moments de génie, les scènes où les parents visitent les écoles, je trouve que c'est les moments les plus cartoonesques, même si c'est trop irréférencé, mais c'est les plus cartoonesques et les plus drôles, parce que je pense qu'ils sont sauvés par leurs références peut-être. Non, moi ça m'a fait rire vraiment. Moi c'est le seul moment où non mais juge pas s'il te plaît. J'ai rien dit. Non. De toute façon on sait que tu adores les comédies françaises mauvaises, hein. Ah mais excuse-moi, mais c'est un pacte à la base avec toi, hein. C'est un pacte l'année dernière, on s'est dit oui, c'est un pacte. C'est un pacte. Ça a commencé les comédies ou les trucs nuls. On a commencé par 400 et par les Maladroits, tu t'en souviens? Enfin voilà. Je me rappelle très bien. Enfin voilà, c'était pas très bon par rapport à tout, par rapport à la direction des gamins, par rapport à Tonquédec qui joue. Tonquédec. Comment il s'appelle déjà? Guillaume de Tonquédec qui joue toujours le Dickeneck. Le non-respect. Ah oui. Le non-respect. Qui joue toujours le mec de droite. C'est vrai, hein, réfléchissez bien. Mais donc voilà. C'est bon. Est-ce qu'on a vraiment envie de réfléchir à la profondeur des récurrences des rôles de Guillaume de Tonquédec quand on voit ce genre de film? Un film navrant. Un grand film malade comme le soulignait Marwan. Le cinéman de Pascal Bourdieu un peu. C'était les blagues de Toto. Voilà. Et il n'y a plus grand chose à dire de ça. On va même pas finir sur une blague pour vous montrer que tout ce qui reste, c'est la frustration. Nous venons d'apprendre que le fragment vient de percuter le centre de la Floride. Oh mon Dieu! Ils ont dit des conneries. Clark, surnommé l'effaceur de planètes. Je le jure, je vais conduire ma famille dans ce bunker. C'est la crise sanitaire, c'est le danger, les salles de cinéma sont sales, il faut sauver le cinéma. Et quand on dit il faut sauver, un seul homme se lève pour venir. Alors non, ce n'est pas Steven Seagal, parce que sinon on serait juste dans nos salons devant un mauvais DTV. Ça aurait pu être Bruce Willis, mais on serait devant un encore plus mauvais DTV. Bon, c'est discutable en effet. Mais non, c'est Gérard. C'est GG. Alors pas GG de Koh-Lanta évidemment, on n'est pas là pour faire des gens dangereux. Mais Gérard Butler qui cette fois-ci, tel qu'on avait vendu, allait mettre des tatanes à des astéroïdes. Et en réalité non, il va juste essayer de survivre. On est allé voir Greenland, le dernier refuge, le nouveau film de Rick Roman Vo. Pour rappel donc, Rick Roman Vo, très grand auteur, qui a signé l'année dernière La chute du président. Avec GG. Toujours avec GG, voilà, parce qu'on reste fidèle à son casting, comme quoi c'est pas rien. Hein. Avec donc ce cher Gérard Butler, avec également Morena Baccarin. Morena Baccarin, exactement. Qui est la seule personne connue. Et Scott Glenn, qui est aussi l'un des seuls mecs connus, mais qu'on voit à peine 2 minutes parce qu'il faut bien cachetonner de temps en temps. L'histoire des Garrity, donc de John, de sa femme Allison, de leur fils Nathan. Qui tout à coup sont sélectionnés, ils reçoivent une alerte gouvernementale parce que le gouvernement a pris plein de données sur les gens, parce qu'elle est métadonnée et leur dit vous êtes sélectionnés pour survivre à la nouvelle attaque d'astéroïdes et on va vous emmener dans des refuges. Donc du coup ils s'en vont, mais il n'y a pas grand chose qui va se passer comme prévu. Parce que leur fils est diabétique et que normalement on prend que les gens sains. Parce que l'eugénisme ça se fait pas comme ça. Eugénisme, survie, des militaires un peu gentils, des militaires un peu méchants, des astéroïdes qui vont buter toute la planète. Beau programme. Évidemment, c'était un très très beau programme. On a adoré, on s'est éclaté vraiment dans l'action.
Et j'en veux encore et encore. Non, en fait, c'est un peu un traditionnel rendez-vous de voir Gerard Butler niquer la fin du monde, parce que c'est vraiment ça, il tabasse la fin du monde à coups de tatane, et pour survivre avec sa famille. Et pour le coup, ça change pas d'habitude. Avant de voir le film, c'est un peu un délire de plaisir coupable. Et après, on comprend pas pourquoi c'était un plaisir coupable, mais ça reste quand même un moment, on s'est dit, bah tiens, on a vu un film avec Gerard Butler, on l'a vu essayer de survivre, et courir pour rien, et voir des effets spéciaux nazes, et c'était bien. Oui, c'est un plaisir coupable, mais autre ça, bah c'était pas ouf. Mais ça, je pense pas que je vais vous l'apprendre, et je pense pas que mes compadres vont vous l'apprendre également. J'ai l'impression qu'on a donné le micro à la seule personne qui sera capable de dire que c'est un plaisir coupable. Qui veut contrebalancer ou confirmer? Ah, pour moi, c'est gros plaisir coupable aussi, parce que GG, c'est plaisir coupable. Pour moi, GG, c'est Tomb Raider, le berceau de la vie avec Angelina Jolie, tu vois. C'est plaisir coupable à gogo. Et bah là, en fait, je me dis, c'est un peu GG qui essaie de se racheter une conscience écologique et de faire prendre conscience aux gens que la fin du monde, c'est peut-être plus proche que ce à quoi on peut penser avec le réchauffement climatique. Et n'oublions pas que la jolie maison de Gerard Butler à Malibu a pris feu en 2018 sur les incendies qui ont ravagé du coup beaucoup de maisons de stars hollywoodiennes, bizarrement. Donc, est-ce que GG s'est dit, tiens, on me propose un film où je sauve le monde d'une catastrophe climatique, un truc comme ça. Je me dis, tiens, ça me rappelle ma maison qui crame. Donc voilà, opportunisme ou pas, je ne sais pas. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'au début du film, il y a ce truc assez drôle de tout le monde qui s'installe à la télé pour regarder les chutes d'astéroïdes en direct. C'est un peu comme si, tiens, et si on regardait la fin du monde en direct, ça va être cool. C'est pas non plus ceux qui l'applaudissent depuis le rooftop, hein. On va pas... Non, mais... Bon, après, Thierry parle des gens qui sont sur le rooftop, mais ça, je trouve ça drôle aussi, puisque finalement, c'est un peu coronavirus, le film aussi, quoi. C'est les gens qui paniquent, qui prennent tout dans les magasins, c'est la fin du monde, les gens qui partent n'importe où, les gens qui n'en ont rien à foutre et qui se disent, bon, ok, c'est pas grave, on n'a qu'à crever de quelque chose de toute façon. Donc, c'est un peu, c'est le film catastrophe typique du dimanche sur Énergie 12, mais ça rassemble un peu tous les comportements couillons qu'on a pu voir ces derniers mois, donc ça reste assez plausible. Même si, on a parlé du diabète et tout ça, du fils, forcément il y a plein de grosses incohérences, de trucs qui vont étirer le scénario, puisqu'on s'attend à un gros film catastrophe, mais finalement c'est plus des petites péripéties pour cacher un peu le manque de budget, même si 47 millions ça peut nous sembler beaucoup, mais pour un film de genre c'est pas beaucoup, quand on voit les 200 millions de 2012 de Roland Emmerich. Donc c'est pas visuellement qu'on va voir le film, puisque c'est pas très beau, il y a tout un long moment avec un filtre orange dégueulasse à l'image parce que le ciel est en feu, c'est pas beau. Mais c'est pas pour ça qu'on va voir le film. Mais voilà, GG, moi j'aime GG, j'aime Morena, donc c'était sympa. Ouais, j'irai pas jusqu'au plaisir coupable, moi quand même, je me suis un peu amusée au début, je trouve ça rigolo, mais c'est quand même très très long. Donc bien au début, après on s'ennuie quand même beaucoup, c'est l'histoire assez affligeante, c'est quand même un couple hyper privilégié qui est choisi parmi les privilégiés pour survivre, qui va donc profiter un petit peu de ce qui est prévu par l'État, puis ensuite de l'aide de plein de gens qui sont moins privilégiés. On est censé considérer que du coup les méchants dans l'histoire... ils essayent juste de se battre pour leur survie et finalement, j'ai trouvé le couple assez antipathique et c'est pas du tout, ça m'a pas plus que ça, quoi. J'ai trouvé très américain en fait le couple. C'est vrai que j'ai pas forcément d'empathie pour leurs problèmes en général parce que c'est des problèmes que je considère comme très superficiaux et ça change pas trop d'habitude en fait. Très superficiel, pourquoi je dis très superficiaux? Pourquoi tu me corriges pas? Il y a ça qui me corrige mes tweets. Non, alors tu mettras le jingle La Minute Science. Professeur, y'a ça. C'est gagné. D'accord. Parce que je pense que si des gens qui sont un petit peu complotistes vont voir ce film, ça va être le bon argument de dire mais ouais, c'est bientôt la fin du monde et il faut pas croire ce que disent les scientifiques et les chercheurs, parce que on a souvent eu, surtout ces dernières années, des alertes un petit peu sur des comètes et des astéroïdes qui allaient frôler la Terre alors qu'elles étaient quand même bien loin. On n'en est pas à ça. Et il faut savoir que ce genre de choses, ça se calcule, ça se prévoit. Dans le film, la comète, en fait, arrive un petit peu d'un autre système et on ne l'a pas vu arriver. Enfin, je veux dire, ça aurait été un astéroïde, ça aurait été plus plausible. La comète, elle brille.
elle a sa queue de gaz que tu peux repérer de très loin quand même, surtout avec tous les satellites qui traînent. C'est pas le genre de, c'est pas très accurate scientifiquement. Donc j'ai peur que ça serve un petit peu de terreau à ces gens-là. Bref, refermons la parenthèse. Moi, Gérard Butler. Bientôt, ce sera Gérard Butler contre la Terre plate à t'écouter. Hein. C'est ça. Gérard Butler, alors moi c'est plaisir tout court, hein, c'est pas plaisir coupable, c'est plaisir tout court, j'adore le voir, quoi qu'il fasse, c'est génial. C'est surtout que j'adore l'écouter, j'adore son accent, du coup, j'aime bien voir Gérard Butler, j'arrête de fangirler. C'est le genre de film que j'apprécie plutôt bien parce que c'est censé souvent être du grand spectacle, ça pète de partout, les gens sont, enfin les personnages principaux sont tout le temps à deux doigts de mourir, etc. Ils frôlent la mort, ils finissent quand même par s'en sortir par la magie du scénario, évidemment. Mais là, ce qui m'a manqué en fait, c'est un petit peu cette ambiance apocalyptique parce que franchement, avec toutes les manifs qu'on a, tout ce qui va de travers en ce moment dans le monde, ça m'a pas trop dépaysé en fait. En vrai, je veux dire, ça crame de partout, les gens courent, les gens pillent, les gens paniquent, les gens disent n'importe quoi. C'est un petit peu ce qui se passe sans qu'on ait une menace apocalyptique sur notre tête, quoi. Donc en vrai, ça m'a pas vraiment dépaysé. Mais j'ai quand même un petit peu apprécié. Il y avait quelques rebondissements qui m'ont tenu en haleine à quelques endroits du film. Je pense que c'est surtout fait à ce budget assez minime qui fait qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qui pète. Il n'y a que quelques petits money shots qui sont pas très beaux, pas très glorieux, de villes qui explosent, mais ça dure très peu de temps. On voit des capitales, enfin du moins des mégalopoles exploser aussi. Ça dure pas longtemps non plus. C'est ça qui est dommage en fait, c'est que les rares moments où il se passe quelque chose, où il y a vraiment une menace qui plane, on n'y croit pas trop, parce que c'est juste des petites roquettes qui tombent et qui font une petite flamme, genre poup, 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 voilà. Et du coup, ça tombe un peu à plat, mais bon, ça enlève pas que moi j'adore GG. Et c'est vrai qu'on parle de péripéties, il y a quand même des fois un manque d'enjeu dans les événements qui est assez flagrant. Je pense qu'il y a quand même un passage où du coup ils sont séparés parce qu'il a oublié les médicaments du gamin et qu'après il se retrouve justement séparé par un concours de circonstances. Sa femme donc se retrouve, Allison se retrouve donc avec le gamin et elle est prise en stop par un couple à qui elle a demandé de les amener. Le mari du couple pète un câble, d'ailleurs c'est Roy dans The Office. En fait, il sera destiné à péter des câbles toute sa vie, ce pauvre mec. Mais il a une grosse barbe, mais j'ai reconnu son regard. De toute façon, il est tout le temps sous-exposé, donc bon, c'était difficile de le reconnaître. Et il finit par lâcher la nana au beau milieu de l'autoroute pour récupérer le gamin, récupérer les bracelets, se dire on va réussir à passer. Et ça dure 10 minutes, quoi. Je veux dire, ils arrivent à la base, le gamin dit c'est pas mes parents. Ça s'arrête là, et vraiment 10 minutes après, la mère arrive à la base, elle le retrouve. Donc en fait, ce rebondissement n'a amené à rien du tout à part juste de dire un obstacle que tu surmontes en 2-2 quoi. Donc voilà, c'est pas, y a pas grand chose en termes d'enjeu. Il y a même pas le côté il arrive chez son père, il voit qu'elle est pas là, il repart et finalement ils se sont ratés de peu. Non, ils vont la retrouver à partir de la POF, les communications reviennent, ils arrivent à se retrouver. Il y a jamais vraiment de moment où on peut craindre pour ce qui leur arrive. Mention spéciale à ce moment où j'écris oh putain, la technologie nous lâche toujours au pire moment. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est vraiment très superficiel dans l'écriture, et ça, je pense pas qu'on s'attendait à plus que ça. C'est à chaque fois qu'il y a, un obstacle, il est bien mis en avant. Par exemple, le sac d'insuline de gamin. C'était pas Hypertension, Marwan. J'ai confondu les films en fait. Je pense que Marwan a besoin d'adrénaline maintenant là. Ah le film m'a endormi, mais oui c'est ça, vraiment, je te jure. Et j'ai besoin de café. Et même quand il filmait l'action, pendant un moment il y a une sorte d'affrontement entre Butler et puis des gars qui lui en veulent pour son bracelet. Et en gros c'est très mal filmé, on voit quasiment rien parce que c'est exposé. On a l'impression aussi qu'il y a, un problème d'étalonnage parce que des fois on a l'impression que les mouvements sont pas fluides. C'est trop bizarre et on a vraiment l'impression d'avoir un DTV, d'avoir un film qui a été monté et étalonné sur un petit ordinateur par un aveugle qui a pris de la drogue, un peu de coke, tu vois. Genre le côté un peu tremblotant tout le temps, où on voit vraiment plus rien, ouais c'est ça. Ou des fois, même au début, dès le départ on voit le truc, c'est qu'on champ contre champ de basique, tu vois. Et là d'un coup on a un gros plan sur Morena, mais avec une focale méga courte, ce qui fait qu'elle est méga déformée.
Et tu dis mais pourquoi tu fais ça, ça a plus aucun sens. Et puis on revient sur un champ contre champ normal. Puis ils ont joué avec les perspectives parce qu'il y a beaucoup de moments où t'as l'impression que Gérard Butler se tient juste devant le fond d'écran d'un ordi mais de très loin. Ah bah voilà. Bon bah c'était Greenland, c'était pas très bien mais si vous aimez bien GG visiblement ça peut être un plaisir coupable. GG. Bon, il y a un fan club, moi je confirme pas. Hein. GG a sauvé tout le monde sauf la Tour Eiffel. Mais attention, dans les films catastrophes, on ne sauve jamais la Tour Eiffel. Parce que c'est le seul symbole pour dire que Paris a été dévasté. Quoi. Enfin oui, il a sauvé tout le monde sauf les Hispanos, les Noirs, les Asiatiques, les gens malades, enfin les Français. Il a sauvé, selon les Américains, les vraies personnes. Attendez, mais depuis tout à l'heure on n'arrête pas de dire il a sauvé tout le monde, mais en fait il a sauvé personne. Hein. Non, il a rien fait, il a juste galéré à sauver sa famille. C'est vrai que c'est pas du tout un film, il a même pas foutu des tatanes à l'astéroïde. Hein. Moi j'attendais le moment, pof, il est lui foutre un dog et c'est reparti en arrière. Que dalle, hein. Franchement c'est un petit GG, il est vieux maintenant. Le gars il reçoit un petit texto du gouvernement et il se barre et voilà, et il finit par arriver au bunker à la fin quoi. Ah, ça aurait été Liam Neeson, ça aurait pas eu la même gueule. Hein. Spoilé. Et cela dit, alors attention, coupez-moi vite si vous voulez pas que je termine là-dessus. Moi personnellement GG je peux vraiment pas et je trouve que là il était pire que tout, c'est vraiment un acteur de merde, Gérard Butler, qu'est-ce qu'il joue mal. Il y a quand même ce moment où du coup il a son gros accent écossais dans le film qui ressort et il y a un mec blanc nationaliste qui le regarde et qui lui dit ouais t'es né où, tu viens pas d'ici donc tu mérites pas d'être sauvé connard. Du coup c'est même pas du racisme parce que voilà à côté de lui il y a un mec noir qui est là donc il aurait pu s'en prendre à lui genre vas-y. Ah non il va s'en prendre à un mec qui a un accent écossais voilà. Bon ils vont quand même buter le noir évidemment puisque tous les personnages de couleur voilà comme le disait Léonore tous les personnages de minorité de couleur sont des persos secondaires et crèvent tous quasiment donc voilà on n'a pas grand chose à foutre. Un beau film à la limite du nationalisme hein, quand même, je vais dire. Voilà, c'est pas forcément dit que les gars de White Riot apprécieraient. On fait des raccords, on fait bien. Faut pas confondre nationalisme et racisme. Et visiblement, ouais. Hacerse una persona de verdad. ¿Cómo se llega a ser quien uno es? ¿Y te acabas de mudar? No, bueno, estoy en un piso que me ha dejado un conocido unos días ahora. ¿De vacaciones? No sé. No sé muy bien qué estoy haciendo, la verdad. C'est toujours l'été. Et c'est vrai que l'été, on aimerait bien aller flâner dans les villes, dans la chaleur, mais quand il ne fait pas trop chaud, quand il y a encore de l'air, quand il y a encore de l'herbe. On aimerait bien avoir les vacances d'Eva, mais nous, on est consignés au cinéma à aller la regarder prendre des vacances à notre place. Eva en août, film espagnol de Jonas Truben, on va le dire en espagnol, avec Itzharo Aranu qui a aussi écrit le scénario à ses côtés et qui joue Eva, avec Showman John, avec Isabelle Stoffel et plein d'autres, des gens que nous ne connaissons malheureusement pas énormément en France, mais qui, nous espérons, feront leur petit effet en Espagne. Donc c'est l'histoire d'Eva qui décide donc de rester 15 jours de plus à Madrid, mais n'a plus d'appartement, donc elle s'en fait prêter un pour 15 jours. 15 jours durant lesquels elle va errer, vivre sa vie, être libre, être tranquille, se poser des questions sur son existence, ou ne pas s'en poser du tout, juste vivre. Une belle tranche de vie, qui visiblement ici a l'air d'avoir été appréciée par tout le monde, mais du coup on va laisser la parole aux comparses pour savoir ce qu'il en est. Alors, Eva en août, c'est un film vraiment très frais, donc il fait beaucoup de bien en été. Donc c'est très agréable, c'est un film qui prend son temps, donc il faut le prendre avec, et du coup c'est bien tenir, donc il faut quand même bien être sous caféine avant, si jamais. Hein. Du coup, c'est un film qui m'a beaucoup plu, je l'ai un petit peu, comme beaucoup d'autres... Il fait référence à Romer, donc pour ceux qui aiment cette époque, donc sur les relations humaines, il y a des dialogues qui sont très justes, que ce soit sur la séduction, sur le temps qui passe, sur qu'est-ce qu'on fait de sa vie, sur du coup l'individualisme et un petit peu sur qu'est-ce qui fait qu'on est humain et qu'on a faire de notre humanité. C'est un film aussi du coup qui m'a un petit peu fait penser à Francesa, parce que du coup c'est déjà un point de vue féminin.
Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme plutôt jeune, donc elle a la trentaine, dans une grande ville et qui n'a pas forcément envie de rentrer dans les carcans imposés de la famille, du couple. Et qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment vivre sa vie pleinement et être pleinement une personne. Donc c'est un film qui fait du bien, qui pose plein de questions, mais sans être non plus trop compliqué. Il est assez accessible, donc c'est vraiment très agréable à regarder quand il fait chaud, comme actuellement. Oui, c'est l'un de mes films préférés de l'année. Tu le dis sur le même ton que Greenland, donc là on commence à douter de ta bonne foi là. Je vais dire pourquoi, c'est qu'à un moment donné, il y a GG. Oui, il y a GG en vrai. Tu vois, en fait, je croyais que GG allait apparaître parce qu'il y a des toiles filantes. C'est vrai que la comète était très présente. Donc voilà, je croyais que c'était un petit spin-off. Mais voilà, non mais sinon c'était vraiment incroyable, j'ai totalement adoré ce film de bout en bout. Et c'était vraiment une expérience qui manque, c'est ces moments de tranquillité et de justesse. C'est toujours taper dans le réel mais avec une sensibilité qui pour moi est totalement flagrante et extraordinaire. Mais c'est assez agréable de voir ça, surtout après un film totalement dégénéré dégénéré, comme Greenland décérébré, en dehors de ce qu'est la réalité, est totalement nul quoi. Et voilà, donc c'était vraiment extraordinaire. Même le personnage d'Eva, comment elle est traitée, comment elle évolue à travers ses rencontres, à travers ses personnages, je trouve ça merveilleux parce que rien n'est laissé au hasard. Il y a un jeu de couleurs qui me faisait réellement plaisir. C'est vraiment tous les personnages à chaque fois un habit quasiment pas tout le temps je pense, mais ce qui m'a marqué c'est qu'ils avaient toujours un habit d'une couleur qui était vraiment, on va dire, marquante, qui représentait leurs personnages, comme des personnages de théâtre un peu. Donc c'était vraiment une expérience folle et j'ai beaucoup aimé. Ellie on avait parlé parce qu'il l'avait vu à La Rochelle et pour le coup je le remercie d'en avoir parlé parce que ça m'a encore plus motivé et puis je vous ai suivi pour voir ce film et vraiment allez le voir parce que c'est une balade en août et c'est bien de le voir en août parce que on a encore plus de compassion pour le personnage. Et c'est vrai que ça avait beaucoup plu à Ellie puisqu'il m'avait même dit, je crois, si je me trompe pas, que c'était son film préféré de l'année avec Madré. Donc moi ayant adoré Madré, je me suis dit on va quand même aller se faire surprendre. Et c'est vrai que c'est marrant parce que Éléonore, tu parles de Romer. La dernière fois qu'on m'a fait une référence à Romer, c'était quand on a vu Hotel by the Sea de Hong Sang-soo, où là j'avais quand même pas mal souffert et pas du tout apprécié l'expérience. Donc là je m'étais dit on me dit encore que ça peut y ressembler, j'avais un petit peu peur et en fait non, c'est pas du tout le même genre d'expérience. C'est vrai que c'est très plaisant en réalité dans le dialogue. Après je peux comprendre pourquoi, parce qu'en gros Romer il a de similaire avec ce film le traitement des personnages qui prennent le pas sur l'histoire, tu vois. En général, c'est l'histoire qui va emporter le personnage, et là c'est l'inverse. Et il y a une écriture aussi, c'est aussi des dialogues qui vont être très importants, qui vont être très cérébraux, cérébral, je sais plus. À l'inverse, si tu vois du Romer, très souvent c'est fait avec 3 francs 6 sous. Et donc tu vois plein de petits problèmes de raccord, plein de problèmes de péloge, tout ça. Enfin, il y a plein de trucs, mais on l'accepte. Et puis des fois, les acteurs jouent pas très juste, mais c'est tout un ensemble. Et en gros, c'est pour ça, je voulais faire la différence entre ce que tu peux aimer de Romer ou ce que tu ne peux pas aimer. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a dans le Romer, l'essence même est dans ce film-là. Mais tout ce qu'il y a autour, qui est aussi très très intéressant, ne l'est pas, tu vois. Ce petit truc, c'est pas que les acteurs dans Romer jouent mal, c'est qu'il leur impose de jouer de cette manière. C'est pas jouer mal, c'est un parler qui est particulier et qui est propre à Romer. Donc on n'aime pas, c'est particulier. Mais et aussi pour revenir du coup sur la comparaison avec Romer, c'est aussi et surtout que c'est des personnages en général qui sont un peu décalés par rapport à la norme, qui sont en général seuls, même si elle fait des rencontres, elle est toute seule entre guillemets, elle fait pas partie d'un groupe, et qui déambule dans un endroit, et l'endroit est en général très important, que ce soit Pauline à la plage, à chaque fois ils sont entourés dans une ville, et la ville est presque aussi importante qu'un personnage dans les films de Romer, comme dans Eva en août. Oui, puisque ce qui est très important en fait dans ce cas, c'est qu'on se fiche au final de savoir ce qui peut potentiellement arriver, puisqu'on pense pas au caractère rebondissement, on pense pas au caractère intrigue qui avance. On est juste dans de la tranche de vie, ce qu'on disait au début. Et oui, c'est ça, et on est ravis d'être posé là en fait, et de voir cette personne évoluer, alors qu'on partage pas forcément ses pensées ou ses choses, mais on a envie de se rapprocher d'elle, on a envie de la connaître, et on a envie justement de se dire qu'est-ce que cette personne va vivre pendant 2 semaines, quelles sont les rencontres qu'elle va faire, les pensées qu'elle va avoir, parce que c'est ça qui nous ressemble en fait, c'est de se dire que s'il nous arrivait la même chose, on évoluerait aussi dans le même genre de contexte, à déambuler,
à se laisser porter et à voir ce qui pourrait nous arriver. Ce que j'apprécie tout particulièrement, c'est que je me dis que c'est l'été qu'on aurait un peu tous aimé avoir, puisque voilà, on voit les Espagnols tous en soirée, les uns sur les autres, en train de bouffer, en train de boire, en train d'aller à des concerts, à des grosses fêtes, tout ça. Voilà, donc c'est un peu l'été dont on est privé malheureusement, mais ça fait du bien. Bizarrement, d'être dans une salle réfrigérée, de voir ça aussi, de se dire on subit pas la chaleur, c'est cool. Mais j'apprécie tout particulièrement, voilà, on l'a dit, c'est vraiment une tranche de vie, et il y a ces moments où la caméra est fixe, enfin, elle continue de tourner, c'est des petits moments du quotidien qu'on pourrait très facilement couper dans plein d'autres films en disant bon ça on s'en fiche, on n'a pas besoin de le voir. Et là la caméra continue de tourner, donc on continue de voir Eva, voilà, par exemple il y a un moment, elle est dans l'immeuble dans lequel... Du coup, elle loue son nouvel appartement, elle n'arrive pas à ouvrir la porte d'entrée. Et donc, sa voisine du 5e étage descend pour venir ouvrir la porte. Et donc, au lieu de couper pour que la voisine arrive plus vite, non, on voit toute la scène. Donc, on voit Eva devant la porte qui, voilà, erre un peu dans le vide, en train de réfléchir, tout ça. Donc, c'est comme ce que tout le monde a dit, finalement, c'est vraiment Eva qui, pendant ces 15 jours, remet en cause toute son existence. Se dire, voilà, moi je suis une femme aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que ma vie doit être ? Enfin, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, finalement ? Et c'est pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je suis obligé de faire, est-ce que je dois m'inscrire dans tel schéma ? Voilà, c'est vraiment elle qui prend les choses en main et elle profite de l'été pour ça. C'est vrai que c'est une actrice qui ne veut plus être actrice, et déjà ça a beaucoup de sens dans la mesure où on a une impression d'abandon de soi, donc elle ne veut plus s'incarner, s'interpréter, elle ne veut plus. Elle doit aussi vouloir se comprendre, parce que je trouve que c'est une génération, comme même c'est des générations transitionnelles qui ont tellement de choses à dire. On a encore du mal à se positionner. C'est un âge où on a encore du mal à se positionner, où il faut remplir des cases, des codes, et voilà. Et puis on se rend compte directement quand elle retrouve une amie qui a un enfant. Il y a tellement de problématiques qui sont en général vues d'un autre angle dans d'autres films beaucoup plus moins intéressants, parce que quand ça parle il faut être en gros de personnages de la trentaine qui sont rangés, qui pour eux c'est le but du récit, tu vois, d'être dans cette norme-là. Là c'est l'inverse, c'est une réflexion sur soi, une réflexion sur ce qu'est cette génération, sur ce qu'elle doit être ou ce qu'elle ne doit pas être, tu vois. C'est cette idée de transiger. Est-ce qu'elle doit avoir forcément des enfants ? Est-ce qu'elle doit tomber amoureuse ? Est-ce qu'elle doit forcément jouer les mêmes... Enfin, elle doit avoir un travail stable. Et c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment d'être dans un questionnement qui, pour le coup, parle à beaucoup de gens. Il y a un caractère providentiel qui est assez intéressant, puisque le film s'appelle aussi en réalité La Vierge en août, donc de son titre espagnol. Donc c'est assez intéressant, puisqu'il y a aussi le sort qui lui tombe dessus au final, avec des décisions qui se prennent malgré elle. Des rencontres, par exemple, moi je pense à la rencontre devant le cinéma, où tout à coup elle se retrouve aux prises avec ce qui semble être son ex, qu'elle n'a pas vu depuis un petit moment, et avec qui elle a un passif qui n'est pas forcément douloureux, pas forcément lumineux. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on sait qu'il est parti. Et c'est vrai que tu parlais des couleurs. Quand on regarde la façon dont ils sont habillés tous les deux, ils sont dans des couleurs qui sont, selon le prisme, très contraires. Et du coup, c'est assez marrant justement de voir qu'à partir de là, elle se refuse totalement à lui, même s'il y a une partie d'elle qui est aussi très attirée. Et qu'elle décide de revenir le lendemain pour savourer sa séance, pour ne pas justement potentiellement retomber dans un piège ou dans quelque chose qui ne lui conviendrait pas, puisqu'elle est en phase évolutive. Donc il y a quand même ce côté, des fois, avec des choses qu'elle accepte de faire. Par exemple, on voit aussi quelqu'un qui lui propose de venir visiter un appartement, et même si le gars en question cherche une colocataire, on voit quand même aussi que c'est une technique de drague et qu'elle le prend quand même comme telle, et elle finit, et ça elle l'accepte. Et donc il y a des choses où on voit que du coup des décisions se font aussi malgré elle, et qu'elle choisit de les suivre ou de ne pas les suivre. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est que le film est quand même bardé de décisions également, de aller boire un verre à tel endroit, aller avec telle personne, croiser cette personne et la suivre ou ne pas la suivre, choisir de discuter avec quelqu'un. Et c'est aussi ça qui est beau, et c'est voilà une personne qui pérégrine au sein de ses décisions en fait. Et c'est merveilleusement filmé. Comme disait Toto, il faut faire... Alors faisons le raccord, tournons la boucle, vas-y, je t'en prie, t'as commencé, tu finis. Ouais, merde. Trouve une phrase au pire, parce que je sais que t'avais rien. Non, si j'avais un truc, mais je l'avais pas entièrement dans ma tête. Donc si t'arrives à me corriger, je pense que ça va être Gabin qui va me corriger. Il a peur. Non, en gros, c'est l'idée de faire une blague. Faut la faire
au bon moment. Et moi c'est pareil, là pour le coup, ce qui est important dans un film, c'est le bon moment, c'est le rythme, c'est tout ça. Et Toto n'avait pas tout ça, mais Eva en août avait tout ça. C'était dans un rythme, les scènes arrivaient au bon moment, tout nous emportait parce que tout était fait dans un bon timing. Et dans un timing qui n'était pas forcément pressé comme un Greenland, tu vois. Parce qu'en vrai, ça pourrait être intéressant d'avoir un film genre de fin du monde et tout, mais qui serait tranquille. Ça, il y en a beaucoup hein, pour le coup. Et c'est d'ailleurs même ce que j'aime énormément. Mais de toute façon, on a vu Light of My Life. Et c'est exactement ça. C'est un film qui est beaucoup plus lent, qui est beaucoup plus posé, qui parle aussi de fin du monde. Tu vois, je parlais pendant. Mais ce que je veux dire, c'est ça. Mais sinon, c'est vrai, c'est ça. C'est le rythme. Pour moi, c'est super important parce que si on n'a pas cette idée cette intelligence de l'image, cette intelligence du montage, on peut raconter ce qu'on veut, mais on n'arrivera jamais à emporter entièrement les spectateurs. Et moi, je trouve que dans ce film-là, il y a cette science, cette synergie dans les images et dans le montage. Et c'est pour ça qu'il faut aller voir Eva en août. Il faut aller voir Eva en août. There was this incredible cultural explosion going on. We said what we need to do is do a gig, Rock Against Racism. I screamed out, this ain't no Woodstock, this is the carnival against the fucking Nazis. And there was a massive roar, and it sustained me throughout the day. Vous l'avez entendu dans la bande-annonce, c'est vénère, il y a du rock'n'roll, il y a du gros punk qui tâche. Il y a des gens qui scandent des slogans. C'était White Riot. Alors White Riot, qu'est-ce que c'est ? C'est un documentaire britannique réalisé par Rubika Shah et qui va parler d'un mouvement qui s'appelait le Rock Against Racism, qui a été monté dans les années 70 pour justement pallier à la vague de fascisme qui était en train de s'installer et du mouvement national, donc de National Front, l'équivalent chez nous de notre Front National, qui était en train de pas mal se défrayer dans les urnes et d'apporter une solution à cette pauvre jeunesse en péril. Donc du coup, il a fallu se bouger le cul, se sortir les doigts, sortir les grosses guitares, sortir aussi les grosses manifs et aller gueuler partout. On va laisser la parole à notre invitée. Éléonore, tu commences sur White Riot. Alors White Riot, déjà très clairement en termes de forme, le documentaire il est assez classique, c'est pas pour ça qu'il faut aller le voir, mais il est hyper important parce que évidemment, ça se passe dans les années 70 en Angleterre, mais très clairement on peut faire un décalco et voir que la situation en France est pas mieux et donc c'est essentiel, c'est important de se rendre compte de ce qui se passe autour de nous et de voir qu'il y a des moyens de pallier aux répressions policières, à la montée des nationalismes et que du coup il faut continuer de se battre quoi. Ensuite oui, c'est toujours cool d'écouter du punk, ça fait toujours plaisir à écouter, ça fait toujours du bien, donc ça rien que pour ça c'est hyper cool, donc allez le voir. C'est vrai que comme tu dis, il y a un contexte qui est très actuel avec quand même la montée des nationalismes qu'on est en train de revivre surtout en Europe, un petit peu partout autour de nous. On le voit dans les pays frontaliers, on le voit en France également. Donc ça fait quand même plaisir, c'est un documentaire qui nous parle de quelque chose qui s'est passé il y a 40 ans, mais c'est quand même très important de se rappeler que ça peut se reproduire aujourd'hui et qu'il est peut-être temps aussi de se bouger encore aujourd'hui. Il y a un contexte qui est très politique dans ce film, mais évidemment on va aussi analyser la forme du docu. Après, aussi le gros point positif du film, c'est aussi ses archives qui vraiment sont magnifiques. On a l'impression que ça a été tourné hier, des différents concerts. Et c'était vraiment une manière idéale d'impliquer le spectateur dans ce qu'a été le rare, le Rock Against Racism, comme dit, avec mon anglais magnifique. Et voilà. Et donc sinon c'est vraiment un film intéressant qui est plus dans l'instruction que dans la forme. Il y a vraiment, je trouve que c'est très, il n'y a pas de côté punk dans l'idée de faire un documentaire totalement barré en dehors des codes. C'est vraiment très standard, très classique, mais ça a le mérite de raconter quelque chose qui n'est pas forcément connu chez nous en France. Pour tout le monde, moi je ne savais pas que ça avait eu lieu, je ne savais pas qu'il y avait une éducation, on va dire, culturelle et un travail politique qui avait lieu par les fanzines. Je savais que les fanzines existaient et tout, mais pas de cet acabit-là. Et c'est pour ça que j'ai vraiment été intéressé par le film qui, pour le coup, vaut son passage et est nécessaire actuellement. Donc vraiment, il sort au bon moment. Coucou. Non, tu vas me couper ça. Je suis vraiment d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Je sais pas si
Je sais pas si The Jokers avait prévu de le sortir avant le confinement, si c'était déjà daté, quand ils l'ont acheté exactement, enfin voilà. Mais comme on l'a dit, je trouve que c'est un très bon moment pour le sortir en quelque sorte, puisque voilà, malgré la situation qu'on connaît avec le coronavirus et la fréquentation des salles, avec l'actualité, c'est en tout cas le très bon moment pour le sortir, puisque ça résonne avec tout ce qui se passe en France, tout ce qui se passe aux États-Unis, et donc de se dire que ça c'est arrivé il y a 30 ans et que malgré tout aujourd'hui il y a toujours des stigmates de ce genre de situation partout dans le monde, c'est un peu effrayant. Comme on l'a dit aussi, effectivement, c'est assez traditionnel sur la forme, mais il y a quand même d'autres moments où je trouve que le film s'émancipe un peu et adopte les codes du fanzine de Rock Against Racism. Je me souviens plus le nom du fanzine, mais il y a vraiment un moment tout particulier où on parle de la répression des Noirs, de venir les arrêter, etc. Il y a toute une scène qui reprend vraiment les codes du magazine et qui est un peu plus barré, qui fait un peu plus comics, film. Donc il y a tout un moment où le film part un peu plus en fiction, ou du moins on a l'impression de voir une scène filmée d'arrestation de Noirs qui reprend vraiment les codes du fanzine de Rock Against Racism. Donc c'est un peu à ce moment-là que le film s'émancipe. Voilà, il y a des moments, des petits moments comme ça où le film s'inspire vraiment de l'identité de tout ce mouvement pour avoir quelques scènes un peu plus inspirées. Sinon oui, sur la forme c'est plutôt classique, mais ça reste vraiment très intéressant, très pertinent. Le travail d'archives, de restauration des archives est vraiment superbe. Pour moi c'est vraiment un film à aller voir, si on le peut, s'il passe chez vous, allez le voir. Parce que c'est vrai que la distribution n'est pas non plus excessivement idéale en France. En même temps, déjà, c'est un documentaire qui est distribué par une petite boîte indépendante. Voilà, donc si vous avez l'occasion, il faut y aller. Bon ben, je vais pas avoir grand-chose à dire du coup. Tout d'abord sur la forme, c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce qu'ont dit Gabin et Marwan, c'est que c'est pas parce que ça parle de rock, de punk rock, que le documentaire se devait d'aller dans tous les sens, et justement j'ai plutôt apprécié que ça revête une forme assez linéaire, j'ai envie de dire, assez classique. Il y a aussi, j'ai beaucoup aimé les incrustations qu'il y a eu, les graphismes qui quand même revêtaient justement cet esprit un petit peu rock'n'roll, un petit peu ça part dans tous les sens, où il y avait énormément de coupures de presse, de choses comme ça. L'illustration des propos était très bien faite, très bien amenée. Et puis la bande son quand même, c'est, je veux dire, voilà, on parle donc j'attaque le fond, on parle d'un sujet qui est quand même sérieux, dont je n'avais absolument aucune idée. Je ne savais pas du tout que ce genre de choses s'était passé. Et c'est extrêmement plaisant de le découvrir justement de cette manière, c'est-à-dire en t'amenant par le biais de la culture, du rock, de la musique, à te parler justement de quelque chose d'aussi lourd et profond, et de montrer en même temps que justement ce ne sont pas que des considérations politiques. Et bon, à travers l'histoire, on a vu plein d'artistes, que ce soit des musiciens, des chanteurs, des acteurs, des écrivains, prendre position pour beaucoup de sujets. Mais là, justement, de montrer que, surtout que c'est illustré par la jeunesse, de montrer que justement la jeunesse et la culture qui est souvent pas dévalorisée, mais disons amoindrie, parce que oui, voilà, ils sont jeunes, ils comprennent pas tout, ils savent pas ce qu'ils font, etc. C'est que ça montre quand même que ça peut avoir un réel impact du moment que les gens s'en donnent la peine et continuent à tenir bon malgré les obstacles. Donc je pense que c'est vraiment une bonne leçon, une bonne illustration des combats qui sont en train d'être menés aujourd'hui, et de montrer que finalement faut pas lâcher, quoi, même quand on fait du rock. Et pour la petite recommandation qui a un rapport avec le film, je pensais à Music of My Life, qui est sorti, même si c'était 10 ans après, l'histoire a lieu 10 ans après, mais qui est toujours le même sujet, qui parle d'un mec qui aime le rock, qui lui est issu d'une minorité, donc, et qui va essayer de vivre de sa passion. Et je trouve que pour une fiction, ça apprend quand même pas mal la température de ce qu'était Londres de cette époque-là. Et donc voilà, si vous voulez voir une fiction qui, on va dire, creuse légèrement, parce que ça reste une fiction gentillette, de ce qui se passait à cette époque-là, c'était le film en question.
Donc Music of My Life. Ouais, non, juste Music My Life, c'est vrai que c'est plus sur le parcours d'un individu qui essaye de créer son identité plus que réellement sur un mouvement. Mais après, il est feel good, il est cool, hein, moi je l'ai bien aimé. Hein. Non, je pense que ce pourquoi Marwan parle aussi de Music of My Life, c'est que dans White Riot, on a un groupe dont les membres sont d'origine indienne et on parle justement de tout le rapport de la communauté indienne et de la difficulté que peuvent avoir les jeunes avec leurs parents pour s'approprier la culture britannique. Là, c'est vrai que c'est quand même moins feel good dans le ton. On a un côté guerrier, on a un côté battant, qu'on voit pas tant que ça, qu'on ressent plus dans la musique. En fait, c'est vrai que le film est quand même axé en deux parties. On a tous les témoignages, on a quand même des mecs des Clash qui interviennent, on a Tom Robinson qui intervient, qui parle un petit peu de cette époque. C'est vrai que quand ils en parlent, c'est quand même, ils sont posés. En même temps, c'est des gars qui ont vieilli aussi, qui regardent ça avec un certain recul et peut-être une certaine ironie aussi, qui se disent on était jeunes et on savait pas forcément comment mener notre combat, donc on y allait frontalement. Et par contre, quand on a la fureur de la musique, quand on a les retranscriptions des concerts qu'on voit très peu au final, on a cette espèce d'élan qui nous prend quand même. Donc il y a un côté entre deux qui est intéressant. On nous éduque, mais aussi on nous rappelle que c'est quelque chose qui était assez puissant. Et c'est vrai que le passage justement où il parle des communautés indiennes est assez intéressant, puisque ça nous rappelle également que le combat contre le racisme en Angleterre et partout, au final, ce n'est pas que justement la scission blanc-noir, qu'on a quand même souvent déjà tendance à minimiser à ça. Et on nous rappelle qu'il y a aussi les Indiens qui en Angleterre morflent énormément. Il y a aussi les communautés asiatiques. Il y a beaucoup de choses. C'est un moment justement où ils disent quelque chose qu'on sait évidemment maintenant, mais auquel on ne pense jamais automatiquement. C'est quand ils font l'analogie avec les régimes nazis, où tu as des gens qui disaient mais il y a aussi les tziganes, il y a aussi les gays, il y a aussi... Voilà, à un moment on nous ramène aussi les combats sexistes, qui sont super importants. Donc c'est quand même un film qui englobe beaucoup de choses, qui parle de beaucoup de choses en fait, de beaucoup de combats. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le film, c'est qu'il y a un moment où on fait très bien la distinction entre ce que fait Rock Against Racism, qui est vraiment un pan culturel, et la Ligue anti-nazie, qui est sur le plan politique. Et on voit, chez Rock Against Racism, ce sont essentiellement des personnes blanches, même si, dans les concerts, ils font appel à des personnes racisées, à des groupes racisés, des groupes noirs, etc. On voit que c'est un groupe essentiellement mené par des personnes blanches, alors que la Ligue anti-nazie est représentée par des personnes noires. Donc on voit bien qu'il y a cette cohabitation entre les deux entités et qu'il n'y a pas non plus question de voler le combat d'autres personnes. On peut préciser que White Riot, du coup, le titre c'était initialement un titre des Clash, qui avait été mal interprété d'ailleurs par beaucoup de personnes qui pensaient que justement c'était une réponse limite à la rébellion noire en disant nous aussi les blancs on va se rebeller, vous allez voir, et qui en réalité non, était juste une manière de dire mais vous les blancs vous êtes totalement enfermés dans ce système vu que vous faites partie des classes privilégiées quoi qu'il arrive, puisque même si t'es de la classe ouvrière, même si t'es pauvre ou quoi que ce soit, t'es blanc donc tu seras éduqué différemment. Et il est temps aussi pour toi de te lever, de te mettre à côté de ton frère noir et de dire on en a tous marre, il faut une unité de tarés. Et on remerciera jamais Joe Strummer pour ses paroles. Voilà. White Riot, un documentaire donc qu'on vous conseille, qui nous rappelle bien que le racisme c'est pas bien mais qu'il fait un peu mieux que beaucoup d'autres. Donc allez le voir. C'est la fin de l'émission. Qui dit fin d'émission dit reco. Bon alors Gabin du coup. Écoute, en ce moment je suis en train de jouer à Paper Mario The Origami King. C'est très mignon. J'avais jamais joué à un Paper Mario avant. Je me suis dit merde, je vais rien comprendre. C'est incroyable. Non, pas du tout, parce que comme tout Mario, c'est pas grave si tu fais pas celui d'avant. C'est pas le Marvel Cinematic Universe, les gars, calmez-vous. Donc voilà, c'est. Et en plus de ça, chaque jeu est très bon. Oui, et donc c'est Mario avec du papier. Un petit mélange 2D, 3D, et donc là, le monde de Mario se retrouve attaqué par un monsieur origami qui veut à tout prix plier tout le monde, parce que les personnages sont tout plats, ce sont des petites feuilles de papier, et il veut tous les transformer en origami, super méchant, voilà. Donc Peach devient super méchante avec Mario, oulala, incroyable, et Luigi, lui, se barre faire des trucs à côté, donc on est avec Mario, voilà, on va taper sur des petites bestioles de d'habitude, mais en origami, et c'est plus original que les autres Mario, c'est pas non plus... Voilà, le système de combat est un peu perfectible, mais ça c'est un détail. En tout cas, c'est très rafraîchissant pour l'été, c'est très cool. Un petit Mario de nouveau. Paper Mario The Origami King sur Switch, c'est ça ? Exactement. Je vais parler d'une BD qui, pour le coup, moi, me fait vraiment, vraiment rire et dont le 9e volume est sorti il y a 1 ou 2 mois, enfin, il n'y a pas très longtemps. C'est Kaamelott, où on retrouve, en fait, ce sont des aventures où on retrouve tous nos personnages préférés, enfin, tous les personnages un petit peu emblématiques, Arthur, Perceval, Caradoc, Léodagan, etc. Voilà, ça reprend parfois, certains volumes reprennent des épisodes,
des aventures qui ont été déjà vécues dans les épisodes de Kaamelott, ou même des anecdotes qui sont assez anecdotiques, comme les sièges de transport ou le serpent du lac de l'ombre. C'est un petit peu le monde étendu d'Alexandre Astier, du roi Arthur, de la table ronde et de ses chevaliers pas très chevaleresques. C'est le cas de le dire. Voilà, si vous aimez Kaamelott, vous aimerez, je pense que vous aimerez vraiment les BD parce que elles sont toutes aussi drôles. C'est écrit par Alexandre Astier, donc vous pouvez vous imaginer que les dialogues sont ficelés comme une bonne épaule d'agneau. Ficelé comme une bonne épaule d'agneau. On peut laisser la BD là-dessus, donc voilà. Visiblement, si vous achetez la BD d'Alexandre Astier Kaamelott, vous allez avoir en plus une pièce de viande pour votre déjeuner. Il est quand même vraiment gentil cet Alexandre. Marocco va faire plaisir à Thierry, c'est Carrie le bal. Carrie au bal du diable, c'est ça? Ah, tu me fais plaisir. Et oui, c'est un film que je n'ai pas vu et que j'ai découvert sur Mubi et c'était assez extraordinaire parce que tout le long, De Palma nous fout des claques assez merveilleuses. Constamment, que ce soit la scène d'ouverture, qu'il faut faire un gros doigt d'honneur à tous ceux qui sexualisent les jeunes. Moi, je trouve ça, c'est mon interprétation, je trouve ça extraordinaire. La mise en scène, on revoit ces petits délires de zoom, de split screen, et puis la scène de danse où la caméra tourne autour d'eux, ça pète d'idées, d'inventions, et c'est totalement merveilleux, même dans l'écriture, dans les personnages, dans tout ça. Vraiment. Non, mais c'est de l'orfèvre une mise en scène, et si je peux me permettre une remarque, c'est à ce jour pour moi la meilleure et l'une des très très rares bonnes adaptations de King en fait. Où il y a quelqu'un qui s'approprie vraiment le truc et qui en fait quelque chose et qui suit pas juste le bouquin à la lettre, ce qui fait que c'est sympathique mais on s'en fout, ou qui le détourne un peu trop. Non mais Shining en fait partie. Mais Carrie est fantastique pour ça. Ah totalement. Voilà, c'est extraordinaire, il faut y aller, il faut le voir si vous ne l'avez pas vu. Et voilà, allez-y. Léo, Éléonore, Taroko. Tout à fait. Alors moi je vais rester un petit peu dans le même univers, sauf que je vais parler d'un livre. Donc je viens de terminer La Maison hantée de Shirley Jackson. Donc un livre qui a inspiré de nombreuses adaptations, dont très récemment la série The Haunting of Hill House, qui est absolument merveilleuse. Et donc j'étais très curieuse de lire ce livre, surtout qu'un biopic va bientôt sortir sur l'écrivaine Shirley Jackson, jouée par Elisabeth Moss, qui à mon avis va être fort sympathique. Maman! Voilà, ça va être très bien. Bon, pour revenir au livre, c'est un livre plus d'ambiance, il fait pas vraiment peur. C'est plus des tas de petites choses qui sont très étranges dans la maison et qui bougent petit à petit. Mais l'impression d'horreur du livre vient surtout des relations entre les personnages. On suit donc un groupe de bras cassés qui décident d'aller dans cette maison qui est reconnue pour être hantée et qui y vont pour l'étudier et voir qu'est-ce qui leur arrive et quelles sont les petites choses qui bougent et les sensations qu'ils ont dans cette maison très bizarre qui a été construite pour d'ailleurs ne pas être droite, qui est complètement biscornue, enfin bref, rien n'est normal dans cette maison. Et on suit particulièrement un personnage d'ailleurs qui s'appelle Eleanor. Et c'est juste pour ça que tu l'as lu en fait. Exactement, juste pour ça. Je lis tous les livres où les personnages s'appellent Eleanor. Ou Eleanor, j'aime bien. Tu n'écoutes que Eleanor Rigby des Beatles? Exactement, pareil. Et elle a des problèmes sociaux et d'anxiété sociale et elle a beaucoup de mal en société. Et donc on ne sait pas s'il se passe vraiment des choses bizarres ou si c'est complètement dans sa tête et ça donne cette impression de huis clos avec un petit côté l'enfer c'est les autres quoi. Et du coup je le recommande à 200% ce livre. Merci beaucoup Éléonore pour cette reco et merci évidemment d'être venue supporter, apprécier, vibrer avec nous cette semaine. Du coup, où peut-on te retrouver? On l'a dit dans l'intro, mais où peut-on te retrouver sur les internets? Est-ce que tu veux nous expliquer un peu plus ce que tu fais dans le détail? En détail, on peut, déjà je suis sur absolument tous les réseaux sociaux sur le nom Léo Yurillo. Je pense que ce sera écrit. Moi qui dis Lourilio, tu vois depuis tout à l'heure et tu me dis rien, tu sais, c'est très gentil. Tu l'as dit une fois, je me dis c'est pas grave, c'est un nom compliqué, c'est pas grave. Donc je pense que ce sera écrit quelque part, je vais pas forcément m'arrêter dessus. Donc comme je disais, j'écris surtout des analyses sur mon blog perso un peu plus poussées, notamment sur la place des femmes dans certains films ou séries. Pour Fucking Cinéphile, je fais des critiques à chaud sur l'actualité ou parfois un petit peu des films des années 80. Sur le blog de Nestor, je parle un petit peu de l'actualité des cinémas à Nestor, des cinémas à Montreuil, pardon.
S'il y a des événements spéciaux, s'il y a des ciné-clubs, comme il y a beaucoup de choses qui se passent à Montreuil, c'est l'une des villes les plus cinéphiles de France, donc il y a toujours plein de choses qui se passent. Et aussi, je fais surtout partie, c'est ce qui a été là où j'étais le plus active dernièrement, de ce qu'on appelle la sororité. On organise des lives avec des youtubeuses et blogueuses un petit peu tout le temps pour parler de films d'horreur. Et d'un point de vue féminin, donc c'est sur la chaîne Laura fait genre que je vous conseille vraiment d'aller voir, avec notamment Bon Chic Bon Genre, Demoiselle d'horreur et Welcome to Primetime Beach. Et je vous conseille absolument tous ces blogs et chaînes, c'est super. Et donc là on va voir notre prochain live à la rentrée, on va parler des méchantes. Ouh là là, mais les méchantes c'est vous aussi en réalité. Mais oui évidemment, alors toutes les femmes sont très méchantes. C'est pour ça qu'on les aime pas. Hein. Exactement. Surtout les féministes, c'est les pires. Comment peut-on laisser ça ? On laisse. Oui, je suis ta reco de la sororité, c'est assez fantastique, les lives sont très très bons et tous les comptes associés sont très bons. Moi qui ne regarde quasiment pas de vidéos YouTube, il n'y a que dans le genre que je regarde et du coup je ne regarde que ces comptes-là, ce qui du coup nous a permis de t'inviter et c'est toujours un plaisir. Du coup, merci Éléonore. Mais de rien, merci à vous. Bon bah alors Gabin du coup, merci beaucoup d'être venu avec nous cette semaine. Merci à vous. Un peu d'actualité sur Cinématrack, sur Silence Motor Action dont tu veux parler avant de fuir ? Écoute, il y aura Deauville au mois de septembre si tout va bien. Du coup avec vous tous aussi, si tout va bien toujours. Voilà, sinon en ce moment non il se passe pas grand chose. Donc il y aura peut-être la critique de Mulan un jour, sous une forme ou une autre. Voilà, on sait pas trop. Enfin si, le film sortira sur Disney+, et non pas au cinéma, mais voilà, ça sera que la 6e fois que j'édite ma critique pour dire que ça sort tel jour, sur tel endroit, ou voilà, mais c'est pas grave. Nous, avec la joie qui se dégageait de cet épisode, nous avons un Gabin triste qui nous quitte. Je vais pleurer. Merci beaucoup Gabin. Merci Marwan. Merci. Merci Yassa. Merci Thierry. Et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Si vous n'avez pas trop l'impression qu'on est complètement fou, abonnez-vous. Parce que s'abonner c'est bien. Mettez des étoiles. Je sais plus exactement sur quoi, sur Apple Podcast je crois. Ouais c'est ça, mettez des étoiles et 5 parce que sinon c'est pas très intéressant. Merci à vous. On vous aime. À la semaine prochaine pour de nouveaux films, pour de nouvelles aventures. Bisous, bisous, bisous. Bisous. La fureur. Est-ce qu'on commencerait pas avec les blagues de Toto en fait parce que c'est celui qu'on avait en premier. Ouais. Si je prends pas la blague. T'étais trop bien. Alors attention, ton bruit de rembobinage. Là. Oui, on dirait que je suis à l'envers, mais c'est pas grave. Avec un film avec un bon gros Gérard Butler des familles qui va aller castagner de la comète, on est allé voir Greenland. Voilà, et là donc vous avez l'exemple d'une personne qui ne bataille pas sur le nom des films. Efficacité, claque podcast, la garantie. Donc ça, on le garde juste pour le clip promotionnel pour dire on est bon. Évidemment, pas tout le reste. Je suis désolé. C'est tombé. J'ai tout cassé. Je vais mettre une note à Thomas à écouter en urgence. Alors 11 minutes 44 et je lui dirais à 11 minutes 30 surtout retire tes écouteurs. Tu vas mourir. Encore désolé. Il y a eu une collision avec Phil. Redésolé. L'histoire. Génial. Quel est le sport le plus fruité ? La boxe, tu prends des pêches dans la poire et tu tombes dans les pommes. Non, celle-là, ça va. La mienne, tu vas être morte de rire. Pourquoi la girafe s'était fait arrêter par la police ? Parce que c'est un coup monté. J'adore. Je pourrais faire ça toute la journée. Alors, que dit la crevette qui se trouve trop petite ? J'en ai marre. Mais pourquoi ?
Alors Marocco va faire plaisir à Titi, à Thierry, parce que c'est le bal des vampires que j'ai découvert récemment sur Movie. Et vraiment c'était une claque juste incommensurable, c'était incroyable, c'était merveilleux. Évidemment c'est celui de De Palma. Le bal des vampires de De Palma. Le bal des vampires. Putain, j'ai Carrie le... Non mais attends, j'étais là en mode, et pourquoi ça me ferait plaisir Polanski c'est Carrie le bal du diable. En plus je dis ça mais j'ai pas vu le bal des vampires donc... il est très bien le bal des vampires en vrai. Non, le film a l'air très bien, en plus je disais ça, mais... J'ai confondu. Ok, recommence. Jamais vu avant. Non, oui, moi je découvre des trucs. T'inquiète pas, dans 2 secondes, il dit alors moi c'est Karim Marocco, vous savez, avec... comment ça En fait, il va nous citer le remake. Non. Oh bordel, mais oui, mais je veux tellement qu'elle se venge. Tu mets Polanski, tu lui balances du sang de porc, moi je suis ravi. Et je veux dire, bon, bref. Parfait, excuse-moi. Évidemment, nous allons couper tout ça. J'arrête.